minutes ou plus en fonction de vos questions à la suite de la présentation. Pendant la présentation, n'hésitez pas à soumettre vos questions en utilisant l'interface du webinaire. Nous y répondrons en fonction du temps disponible à la fin de la présentation ou directement par email. Si vous rencontrez des difficultés techniques pour suivre, utilisez le chat disponible sur vos écrans afin que nous vous aidions à trouver la solution. Tout d'abord, voici pourquoi nous avons souhaité faire ce webinaire. Après les inondations qui ont eu lieu dans le Colorado en septembre, les équipes d'Excelis basées à Boulder ont travaillé avec Digital Globe pour mettre en place 2 séminaires gratuits afin d'aider les équipes de secours. Compte tenu de l'intérêt au-delà du Colorado et notamment en Europe, où plusieurs inondations ont aussi eu lieu ces derniers mois, nous avons décidé de réaliser ce webinaire afin de montrer à un maximum de personnes comment l'analyse d'images peut être utilisée pour améliorer la gestion des catastrophes. Le siège d'Excelis est situé à Boulder, dans le Colorado, et nous avons plusieurs bureaux en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Notre logiciel de traitement d'images s'appelle Envy. Il permet d'ouvrir et d'analyser les données d'imagerie, comme les images multispectrales et hyperspectrales, mais aussi les images LIDAR et les images radar, ou encore les données d'élévation. Envy permet d'exploiter l'information contenue dans l'image en exécutant de puissants algorithmes sur les différents pixels qui la constituent. Cela vous permet par exemple d'identifier les objets, notamment en utilisant les librairies spectrales, ou bien de lire le terrain en travaillant sur les lignes de visée, ou encore d'analyser les données de bathymétrie. Ces informations peuvent ainsi être valorisées par les analystes SIG en charge des études permettant de gérer la catastrophe. Le but est de réduire le temps entre l'acquisition des images et l'utilisation, d'améliorer la qualité et la précision des informations extraites afin de sauver plus de vies et de mieux protéger les ressources. Maintenant, regardons comment la télédétection peut être utilisée pour gérer les catastrophes. Quelle que soit la cause du désastre, inondation, incendie ou tempête, il est important de ne pas perdre de temps. Pour cela, les objectifs d'analyse sont en général les suivants. Tout d'abord, il faut identifier les objets comme le réseau routier, et plus particulièrement les débris qui pourraient empêcher les secours de passer. Cela permet de déterminer la meilleure route pour les véhicules de secours. Ensuite, on cherche à déterminer les dégâts sur les structures comme les écoles ou les hôpitaux. On analysera également les zones peuplées qui ont été touchées et aussi les zones qui peuvent potentiellement être touchées par la suite. Pour cela, on traitera par exemple les zones à risque en termes d'inondation ou de coulée de boue. Enfin, toutes ces informations devront être mises à la disposition des secours sur le terrain dans un système SIG compréhensible et efficace. Dans toutes les catastrophes naturelles, les données de détection sont une source importante de données qui sont utilisées par les secours. Il ne s'agit pas uniquement de simples plans pour comprendre le contexte. Les pixels peuvent être utilisés pour extraire les objets et évaluer correctement les conditions d'intervention. Par exemple, l'identification des routes inondées ou encombrées permet de définir la capacité des secours à accéder à certaines zones. Ce fut le cas lors de la tempête Xavier qui a touché le nord de l'Europe avec des vents à plus de 220 km/h. Quand une catastrophe naturelle arrive, comme le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, ou encore l'ouragan Katrina, les secours et les équipes d'intervention doivent agir rapidement. L'utilisation de l'imagerie permet aux secours de couvrir de larges zones, avec un gain de temps précieux pour venir en aide aux victimes. Plusieurs types de données sont utiles pour estimer l'impact à différentes échelles. Des images basse résolution, comme Landsat pour couvrir de larges zones, des images très haute résolution comme celles fournies par Digital Globe pour les analyses à l'échelle de la commune, ou encore des données LIDAR pour faire des estimations par bâtiment. Nous allons maintenant voir une série de catastrophes qui sont survenues ces dernières années et les types de traitements qui ont été mis en œuvre. Tout d'abord, nous parlerons des images satellites utilisées lors du tsunami de Fukushima en 2011.
Puis nous verrons les données LIDAR utilisées lors du tremblement de terre en Haïti 2010. Et enfin, nous regarderons une image radar analysée en 2010 lors des inondations survenues en Vénétie. Donc voici le premier cas concret que nous allons regarder. Donc il s'agit du séisme et du tsunami qui est survenu au Japon en mars 2011. Donc les images prises avant et après la catastrophe permettent d'évaluer de manière qualitative les dégâts subis dans la zone. On voit sur ces deux images des parcelles agricoles qui ont été inondées sur la gauche et des parcs à huîtres qui, eux, ont été complètement détruits sur la droite de l'image. La classification de l'image, que vous allez voir, permet de rapidement évaluer quelles zones ont été submergées et celles qui ont été épargnées. Vous pouvez par exemple utiliser ces deux classifications pour lancer une analyse de changement entre les deux dates afin d'identifier les zones qui ont été modifiées. Le résultat de cette analyse de changement nous a montré précisément les zones qui ont été inondées. Nous avons pu réaliser une analyse quantitative qui a permis de calculer que 5300 km² ont été submergés dans cette zone. Le fait de pouvoir quantifier précisément aide à estimer correctement l'étendue des dégâts et le niveau des opérations de restauration qu'il faudra engager. Un deuxième cas qui est survenu ces dernières années, le tremblement de terre en Haïti. Donc, lors de cette catastrophe, NVLIDAR a été utilisé pour traiter et extraire les modèles de surface et d'élévation. Le modèle de terrain a été généré directement à partir du nuage de points, ce qui a permis d'avoir des données très précises pour la suite de l'analyse. En complément de cette analyse LIDAR, une analyse spectrale a été réalisée pour localiser les populations. Les bâches bleues présentes dans les camps de rescapés peuvent être extraites de l'image en utilisant une approche basée sur l'algorithme Spectral Angle Mapper. Ici, nous utilisons les caractéristiques spectrales d'un pixel, ne contenant que l'information d'une bâche bleue, pour localiser les autres de façon automatique dans la scène. Un contrôle qualité supplémentaire a été réalisé pour enlever les ombres et les zones humides qui généraient des faux positifs. À partir de cette localisation des populations, et pour finaliser l'étude, une couche d'information supplémentaire a été ajoutée concernant les zones d'atterrissage possibles des hélicoptères. En combinant ENVI et les outils Network Analyst d'ArcGIS, nous avons pu déterminer les zones d'atterrissage les plus proches d'un point donné et les chemins qui sont le moins encombrés pour y accéder. Cet exemple vous montre que des informations extraites dans ENVI peuvent être intégrées facilement dans un SIG tel qu'ArcGIS. Les nouvelles couches d'informations ainsi créées par ENVI sont utilisées pour améliorer la prise de décision et diriger les équipes terrain. Troisième exemple que nous allons voir, donc basé sur les inondations survenues en Vénétie, dans le nord-est de l'Italie, pour lesquelles l'utilisation de l'imagerie radar a permis de détecter facilement les zones inondées et encore humides, car elles ont une réponse caractéristique aux signaux radar. Là aussi, en utilisant NVSARscape, il nous a permis de mettre en évidence la zone. À partir de là, les équipes de terrain ont ainsi été dimensionnées et positionnées plus efficacement. Pour produire la carte que vous venez de voir, voici la chaîne de traitement qui a été mise en place en utilisant la toolbox d'NVSARscape disponible dans ArcGIS. La première étape consiste à filtrer l'image radar, notamment pour enlever les effets de speckle. La seconde étape est réalisée, dans la seconde étape, en fait, est réalisé le géocodage et la calibration radiométrique de l'image. Et enfin, la troisième étape comprend la détection de changements, à proprement parler, et la vectorisation du résultat qui permet ensuite de travailler dans son SIG.
Les workflows sont donc soit disponibles via la toolbox d'Argis, soit directement dans Envy. Et ils permettent à des opérateurs d'extraire l'information contenue dans leur image. Et cela même si les opérateurs ne sont pas des spécialistes du traitement d'image. Car en effet, ils sont guidés durant le processus d'analyse. Ils ont la possibilité de valider ou de modifier chaque étape pour garantir la qualité du résultat. Et au final, Envy leur permet de produire une carte avec une information utile et utilisable par les équipes sur le terrain. Maintenant, je vais rapidement vous faire une présentation de Envy. Et nous allons voir à travers deux études de cas plus en détail comment Envy peut vous aider à analyser les images dans un contexte de catastrophe naturelle. Donc notre logiciel Envy est une référence de traitement d'images. C'est une solution puissante en termes de visualisation, d'analyse et de dissémination des données. Vous pouvez facilement mettre en place des chaînes de traitement en utilisant les produits de la famille Envy, à savoir Envy, Envy Lidar ou Envy Sarscape. Les outils reposent sur des méthodes scientifiques reconnues et ils vous permettent de faire des tâches avancées comme de la détection de cibles ou des cartographies de matériaux. De plus, Envy vous permet facilement de partager vos données avec le monde du SIG grâce au support des formats standards et aux passerelles importantes avec ArcGIS, comme les toolbox ou par exemple le lien dynamique entre les vues des deux logiciels. Enfin, vous pouvez très facilement étendre les fonctionnalités d'Envy en utilisant le langage IDL pour créer vos propres extensions ou encore automatiser vos traitements. Envy vous permet d'ouvrir et de manipuler les images des principaux capteurs satellites ou aéroportés, qu'il s'agisse d'images optiques, multispectrales ou hyperspectrales, d'images radar ou bien de données LIDAR. Envy supporte plus de 70 formats parmi les principaux utilisés en télédétection et dans les données scientifiques. Vous pouvez ouvrir avec Envy des images en géotif, JPEG 2000 ou NITF, ou encore des fichiers au format GRIB ou HDF. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez valider le format que vous utilisez et le fait qu'il soit supporté. Afin de mieux vous connaître, nous allons maintenant faire un petit sondage. Donc, ici, nous souhaitons savoir quel type de données vous utilisez ou vous envisagez d'utiliser dans les 12 prochains mois, afin, donc, comme je vous ai dit, de mieux vous connaître. Donc, je vous laisse répondre au sondage qui vient d'apparaître pendant 30 secondes, 1 minute. Et nous revenons pour la suite de ce webinaire dès que vous avez tous répondu. Okay. Voilà, vous avez quasiment tous plus ou moins répondu au sondage. Donc on voit que beaucoup d'entre vous utilisent les images optiques et notamment Landsat 8. Quelques utilisateurs de SAR et pas mal d'utilisateurs de données hyperspectrales, quasiment 1 sur 2. Donc merci d'avoir répondu à ce sondage. Nous allons maintenant continuer la présentation. Donc, voici qui va s'afficher sur vos écrans l'interface d'Envy 5. Donc vous voyez ici une interface moderne et facile d'utiliser car elle est proche désormais de ce que les utilisateurs sont habitués à mettre en œuvre, par exemple dans le monde de SIG ou dans les outils bureautiques. Donc la gestion et l'organisation des couches d'informations affichées dans la vue se fait dans le gestionnaire situé à gauche de l'interface. Les données ouvertes, elles, sont disponibles dans le Data Manager qui vous permet d'afficher simplement différentes compositions colorées dans la vue ou encore d'accéder aux informations de l'image. Envy vous permet d'afficher plusieurs vues en simultané, jusqu'à 16, dans une même fenêtre.
Vous pouvez ainsi comparer rapidement sur une zone des séries temporelles ou des compositions spectrales, et tout cela en liant les vues soit géographiquement, soit par pixel. Enfin, ENVI contient de nombreux outils qui vous permettent, entre autres, d'améliorer le rendu de l'image, d'effectuer des mesures, ou bien d'analyser visuellement vos images. Concernant l'analyse spectrale en particulier, ENVI contient des outils permettant de rapidement visualiser et comparer les profils spectraux. Le profil spectral d'un pixel peut ainsi être comparé avec ceux d'autres pixels ou à des librairies spectrales présentes dans ENVI afin de déterminer les matériaux qui ont chacun leur signature spectrale. Ces profils sont ensuite utilisés pour réaliser l'extraction automatique des composants présents dans l'image. C'est ce que je vous ai montré précédemment avec le cas des bâches bleues en Haïti. Donc maintenant que je vous ai présenté ENVI, nous allons regarder ensemble la première étude de cas qui elle est basée donc sur les inondations qui sont survenues à Longmont dans le Colorado en 2013. Donc ici l'objectif de l'étude a été de déterminer l'étendue des inondations et l'impact sur les zones existantes. Nous avons utilisé les outils de classification et de détection de changement d'ENVI pour réaliser cette étude. Les différents outils sont faciles à trouver car ils sont organisés par dossier. Si besoin, vous pouvez aussi utiliser l'aide ou la boîte de recherche pour trouver le bon outil. Pour ce qui est des méthodes de classification d'ENVI, il est possible de réaliser des classifications non supervisées ou des classifications supervisées. ENVI vous fournit également plusieurs outils de post-classification qui vous permettent d'améliorer le rendu final des résultats obtenus. Comme dit précédemment, afin de simplifier la tâche des analystes et de les guider dans le processus de classification, ENVI propose des workflows. Dans chaque workflow, l'utilisateur est guidé à travers une série d'étapes qui lui permettent de définir les données à utiliser, de configurer les algorithmes, de prévisualiser les résultats et de choisir les post-traitements réalisés. À tout moment, l'utilisateur peut revenir sur une étape s'il a besoin de modifier ses choix précédents en vue d'améliorer les résultats. Pour le workflow de classification, qui est présenté ici, après avoir choisi l'image à classer, ENVI va vous proposer de choisir parmi deux types de classification, supervisée ou non. Dans le cas d'une classification supervisée, si vous avez des données d'entraînement, elles peuvent être chargées, sinon vous pouvez les définir à partir des images utilisées. Pour finaliser votre traitement, vous pouvez appliquer soit un lissage sur les classes produites, soit éventuellement une agrégation, et enfin vous pouvez exporter ces résultats au format shapefile si vous souhaitez les utiliser dans votre SIG. Voici les résultats qui ont été obtenus donc à Longmont à partir du workflow de classification d'ENVI sur une image qui a été acquise après la catastrophe. Donc les zones d'eau incluant les rivières, les cours d'eau, les lacs et les zones inondées ont été extraites. Elles sont ici représentées en bleu dans l'image. Ces données vectorielles extraites à partir de l'image ont été utilisées pour mesurer la surface couverte en eau et localiser les principales voies de circulation coupées, et également visualiser les types de zones impactées. Là aussi, grâce aux passerelles entre ENVI et ArcGIS, les équipes ont pu facilement envoyer les résultats dans ArcGIS et poursuivre l'analyse SIG en utilisant des extensions comme Network Analyst. J'en profite pour vous signaler qu'il est également possible donc, de lier les vues entre ArcGIS et ENVI, je vous l'ai déjà dit rapidement avant, et ça permet là aussi de passer d'une application à l'autre très simplement sur une même session de travail et ainsi de gagner du temps et de gagner d'efficacité en étant correctement positionné dans chaque vue entre les deux applications. La seconde partie du travail qui a été réalisée donc sur ce cas a consisté à identifier donc, les changements liés à l'inondation. Les équipes ont travaillé donc là à partir de deux images, celle prise après la catastrophe et une prise avant. Et ces images ont été utilisées dans le workflow de détection de changement d'ENVI.
Chaque image a été classée et c'est le résultat de ces classifications qui a ensuite été comparé pour voir les zones qui avaient changé de classe durant l'inondation. Donc voici, comme pour le workflow de classification, les étapes du workflow de détection de changement. Donc ici, l'analyste choisit dans un premier temps les images classées à comparer, puis configure le traitement, et comme pour le workflow de classification, il peut appliquer un nettoyage sur les résultats obtenus. La dernière étape lui permet de choisir les données à produire. Vous noterez qu'il est également possible d'exporter les statistiques calculées lors de ces traitements, celles-ci pouvant être utilisées soit pour d'autres traitements, soit pour effectuer un contrôle qualité. Au final, voici le type de carte qu'on a obtenu, avec pour chaque pixel une classe indiquant le changement d'état entre les deux dates. Ce type de carte, comme vous le voyez, est plutôt difficile à lire car elle contient trop d'informations, et notamment des informations non pertinentes, comme des classes de pixels qui n'ont pas changé entre les deux dates. Nos analystes ont donc repris cette donnée et l'ont traitée avec Envy de façon à ne conserver que les zones significatives pour identifier et évaluer les dégâts. Les zones, donc essentiellement à gauche de l'image, qui apparaissent en bleu foncé, en vert et en gris, indiquent des zones inondées dans lesquelles il y a eu des dégâts sur les structures ou sur les bâtiments. Les zones en rose, importantes, correspondent aux plans d'eau, donc qui ont également été impactés par l'inondation, notamment à cause des boues et des coulées de terre. Voici pour le scénario des inondations à Longmont. Nous allons maintenant voir un second cas d'étude qui concerne cette fois-ci une analyse de terrain sur des zones à risque lors d'inondations et qui peuvent être difficiles d'accès. Donc, dans ce cas-là, les équipes ont utilisé des données avec Envy LiDAR. Donc, la donnée produite par un capteur LiDAR est constituée, comme vous le voyez au milieu de cette diapositive, d'un nuage de points. Le fonctionnement du LiDAR est le même que celui du radar, la différence étant le domaine spectral dans lequel il travaille et le type de faisceau utilisé. Alors que le radar fonctionne dans le domaine des ondes radio, le LiDAR couvre en particulier les domaines du visible, des ultraviolets et de l'infrarouge. De façon simplifiée, un LiDAR se compose d'un système laser chargé d'émettre l'onde lumineuse et d'un télescope qui récolte l'onde rétrodiffusée. Et tout cela est ensuite reçu et quantifié dans une chaîne de traitement. Donc voici maintenant les étapes de cette analyse de données LiDAR. Donc tout d'abord, pour produire des cartes utilisables, nous avons généré des modèles de terrain et des modèles d'élévation, et cela automatiquement à partir du nuage de points. Alors pour information, un modèle numérique de terrain, c'est la représentation en 3 dimensions de la surface du terrain, tandis qu'un modèle numérique d'élévation, c'est la représentation des élévations sur le terrain, comprenant les plantes et les bâtiments. Donc dans la deuxième étape, en faisant la différence de ces deux modèles à partir de l'outil BandMap d'Envy, on a obtenu des modèles numériques de hauteur, qui nous permettent d'avoir la hauteur de la végétation. Et enfin, dans une troisième étape, nous avons généré le modèle de pente directement à partir du modèle de terrain qui avait été produit automatiquement. En complément de ces données de terrain, nos équipes ont produit à partir d'images satellites des classifications donc basées sur le workflow que nous avons vu précédemment. Les classes qui ont été ainsi obtenues permettent notamment de connaître les zones couvertes par la végétation dans la région. Enfin, pour finir, l'ensemble des données a été combiné pour créer un produit unique, donc riche en informations, contenant les modèles de terrain, les modèles d'élévation, les modèles de hauteur, les modèles de pente,
mais également les types de zones, végétation ou sol nu. Ce produit a pu ensuite être utilisé pour générer des cartes, comme nous allons le voir maintenant. Donc voici ici un exemple de carte représentée en 3 dimensions à partir d'Envy. C'est une carte qui permet de visualiser les zones qui sont relativement plates et découvertes, donc sans végétation. À partir de cette carte, les secours peuvent déterminer les voies de circulation qu'ils peuvent emprunter en cas de catastrophe, type inondation ou feu de forêt. Il est également possible à partir de cette carte de produire, à partir des données, pardon, de produire des cartes d'aléas qui vont permettre, elles, de réaliser des opérations préventives pour limiter les risques de glissement de terrain ou des éboulements sur une zone donnée. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons par exemple vous présenter d'autres cas d'études, comme les cartes d'aléas que nous avons réalisées sur la région PACA en 2013. Donc, nous voici arrivés à la conclusion de ce webinaire. Donc, nous avons montré que l'imagerie est une source d'information unique et précieuse. La télédétection peut être utilisée dans de nombreuses situations afin d'améliorer plusieurs choses. Donc, tout d'abord, la réponse à une catastrophe, mais également les actions de réparation et la remise en état, ou encore les études d'impact et la prévention des risques. On a vu qu'avec Envy, vous pouvez analyser l'étendue des dégâts causés par une inondation en utilisant des workflows de classification. Vous pouvez analyser l'état des réseaux avec des données LIDAR, ou alors vous pouvez encore réaliser des cartes précises pour effectuer des mesures avec des données radar. J'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes. Je vous remercie pour votre attention. Compte tenu du nombre important de questions qui ont été posées durant la session, je vous propose qu'on réponde par email dans les jours qui viennent à chacun d'entre vous. N'hésitez pas, si vous voulez nous contacter, à utiliser le mail qui est indiqué ici, notamment si vous souhaitez voir aborder une thématique particulière. Car, en effet, nous prévoyons en 2014 d'autres événements de ce type sur différentes thématiques en collaboration avec divers fournisseurs de données. Donc si vous avez des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions par email.